Bon, depuis 5 ans, je décortique l'actualité spatiale pour mes abonnés, et de temps en temps, on peut tomber sur des news dans les gros titres qui peuvent être assez surprenantes. L'an dernier, en octobre 2023, on a envoyé une sonde vers l'astéroïde Psyché, et cette mission a fait énormément de bruit dans les médias. Voilà ce qu'on pouvait voir dans les gros titres. Psyché, l'astéroïde qui va tous nous rendre multimilliardaires. Waouh! La pénurie de métaux sur Terre est terminée, des milliardaires vont exploiter un astéroïde minier. Alors là, vous voyez, on se dit, tiens, c'est marrant, est-ce que l'espace pourrait nous aider à régler notre problème de pénurie de ressources sur Terre? Dans le même genre, sur un autre domaine, on pouvait voir la NASA confirme la création de la première colonie humaine sur Mars d'ici 2050. Ah tiens, on va quitter la Terre. Et encore mieux, une Terre 2.0 vient d'être découverte, une exoplanète habitable a été trouvée. Waouh! Quand on voit ces gros titres, on pourrait se dire, mais en fait, la solution à nos problèmes sur Terre, elle est dans l'espace. L'espace va nous sauver. Sauf que, pas si vite les terriens. Vous vous doutez bien que ça n'est pas si simple, et derrière ces grosses annonces, il est toujours urgent de ne pas se précipiter. Aujourd'hui, je vais vous emmener faire un petit voyage. Un voyage entre rêve et réalité, un voyage entre ce que l'on nous promet, ce que l'on nous fait croire, et ce qui est vraiment possible. Alors attachez vos harnais, aujourd'hui je vais vous emmener à vous poser la question suivante. L'espace peut-il être notre plan B? Et si non, ne serait-il pas au contraire une solution pour notre plan A, pour sauver notre plan A, la planète Terre? Commençons par cette histoire d'astéroïde minier, Psyché. Psyché, c'est un beau bébé, hein. Il fait quand même 226 km de diamètre, et il a la particularité, et c'est ce qui a surtout vraiment fait s'enflammer les médias, il a la particularité d'être rempli de métal, principalement du fer et du nickel, mais pas que, il y a aussi quelques autres métaux un peu plus rares. On estime sa masse à 20 quadrillions de tonnes. Alors 20 quadrillions, c'est ça veut rien dire. Si vous voulez vous le représenter un petit peu, c'est 100 000 fois plus que l'ensemble de la production annuelle mondiale de fer. 100 000 fois plus. Là, on comprend tout de suite pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on pourrait dire, mince, c'est fini la pénurie de ressources sur Terre avec un tel astéroïde. Certains se sont même amusés à quantifier un peu ça en termes monétaires. Alors là, 700 quintillions de dollars. Bon, arrêtez d'essayer de vous l'imaginer, c'est même pas la peine. Mais j'ai envie de vous dire, face à un tel chiffre, qu'est-ce qu'on attend? Envoyons nos fusées et allons exploiter ces astéroïdes. Pas si vite, Houston. Vous imaginez bien que ça va être plus compliqué que prévu. Déjà, cet astéroïde, il est loin. Il est situé dans la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes, c'est entre Mars et Jupiter, et c'est à peu près à 370 millions de kilomètres de la Terre. C'est 1000 fois plus loin que la Lune. Donc, avec une telle distance, rien que le voyage, aller-retour, parce que quand même, il faut les faire revenir, les gens qui vont là-bas, aller-retour, on en a pour 3 à 4 ans. Autant vous dire que c'est compliqué. Ensuite, au-delà de cet aspect de temps, on a aussi une problématique économique. Rien que l'envoi de cette sonde qui pesait 30 kg vers cet astéroïde, l'an dernier, elle a coûté 117 millions de dollars, juste le fait d'envoyer la sonde. Ça veut dire que chaque kilo qu'on envoie vers cet astéroïde coûte à peu près 4 millions de dollars. Maintenant, imaginez un petit peu tout le matériel qu'il va falloir envoyer là-bas pour pouvoir miner un astéroïde, pour pouvoir l'exploiter. Des milliers de tonnes. Donc, forcément, derrière, ça va nous coûter des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Tout ça pourquoi? Pour ramener, comme je vous l'ai dit, principalement du fer qui vaut une centaine d'euros la tonne sur Terre. On risque d'avoir une petite problématique économique là-dessus, je pense pas qu'on soit très rentable. Mais bon, après il n'y a pas que ça, c'est pas fini, on a encore un problème de technologie. Parce que faire de l'exploitation sur un astéroïde dans l'espace, en zéro gravité, on l'a encore jamais fait. En plus de ça, on a toujours le gros problème des radiations qu'on ne sait toujours pas régler aujourd'hui pour protéger nos astronautes ou protéger même l'électronique de nos machines. Et donc les températures extrêmes aussi qui risquent d'être problématiques. Et c'est pas fini, on a encore aussi un petit problème, c'est qu'il va falloir le ramener sur Terre, ce minerai. Et vous imaginez bien que faire rentrer plusieurs milliers de tonnes dans l'atmosphère à pleine vitesse, il va falloir faire attention quand même à où on le fait rentrer, quel angle, comment on le fait rentrer, enfin bref, il va falloir qu'on fasse attention à ne pas créer une petite catastrophe locale.
Tout ça pour dire que, ben oui, effectivement, l'exploitation des ressources, l'exploitation des astéroïdes, c'est pas pour demain, ni même pour après-demain, on est vraiment en pleine science-fiction. Et donc, à la question que je vous pose au début, est-ce que l'espace sera notre plan B pour sauver notre planète, ou en tout cas ici pour nous protéger, de nous prémunir de cette pénurie de ressources? La réponse est non. Bon, mettons de côté les astéroïdes, je vous parlais aussi de Mars, la planète Mars. Ah, c'est vrai que coloniser Mars, ça commence à en faire rêver de plus d'un. Mais Mars, même si tout le monde a les yeux rivés dessus en ce moment, en tout cas dans le milieu du spatial, c'est loin d'être une planète très accueillante. C'est un désert glacial même, moins 63 degrés Celsius en moyenne. Pas d'atmosphère respirable, il y a une atmosphère mais elle est remplie de CO2. Et surtout, je vous parlais des radiations tout à l'heure, et ben là on a le même problème, Mars est constamment bombardé de rayons cosmiques, donc de radiations, et ce qui rend la vie à sa surface extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. On va devoir se prémunir de tout ça si on va là-bas. On va devoir tout ramener en plus de la Terre. On va devoir créer des habitats. Bon, les radiations, on peut imaginer qu'on peut s'en prémunir en allant dans les tunnels de lave. L'eau, on pourra extraire la glace d'eau sur place. L'oxygène, on sait créer de l'oxygène à partir du CO2 de l'atmosphère de Mars. Mais tout ça, c'est des technologies qu'on peine à peine à maîtriser, qui sont encore en grand développement et qui ont encore besoin d'être peaufinées quand même pour y arriver. On va avoir aussi le souci de la nourriture, et enfin bon bref, vous avez compris tout ça pour dire que effectivement ça va être compliqué et surtout ça va demander énormément de temps et d'argent, comme d'habitude. La NASA estime que pour aller sur Mars, ça va coûter 500 milliards de dollars. Et là je parle juste d'y aller, pas d'y établir une base. Donc une base ce sera encore beaucoup plus coûteux, on n'a pas encore la technologie, et donc on risque pas de pouvoir y envoyer grand monde si jamais on venait avoir des problèmes sur Terre. Mais bon, de toute façon, imaginons qu'on arrive à avoir tout ça, l'argent, les ressources, la technologie, est-ce que finalement Mars peut être notre plan B si jamais notre planète Terre venait à être mal en point? La réponse courte c'est non. Parce que figurez-vous que même si la Terre venait à subir le plus grand des cataclysmes écologiques, environnementaux, qui pourraient nous arriver, ou même pire encore, une guerre nucléaire mondiale, eh bien figurez-vous que la planète Terre resterait quand même, malgré tout ça, plus habitable que la planète Mars aujourd'hui. Donc, la planète Mars ne sera pas notre plan B. Tout à l'heure, je vous parlais d'exoplanètes, une exoterre, une Terre 2.0. Ce serait formidable, hein? Apparemment, on découvre des exoplanètes habitables. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, au-delà de toute chose, déjà, habitable, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut y habiter. Ça veut simplement dire qu'elles sont dans une zone où l'eau liquide peut être présente à sa surface. Mais ça se peut, c'est un véritable enfer à la surface. J'ai envie de vous dire, on est même un petit peu trop dans l'anticipation, parce qu'il faut même se poser la question suivante, ces exoplanètes, elles sont où? Elles sont dans un autre système stellaire que le nôtre. Et l'étoile la plus proche de la nôtre, c'est Proxima du Centaure, et Proxima du Centaure, c'est situé à 4,2 années-lumière de la Terre. 4,2 années-lumière, avec la meilleure des technologies de propulsion actuelles, il nous faudrait quand même 6500 ans pour y aller. Il y a 6500 ans, on était encore en train d'inventer l'écriture. Alors bon, vous imaginez bien que même si elle venait à être habitable, c'est pas le sujet. 6500 ans, on oublie. La conclusion de tout ça, eh bien, vous l'aurez compris, c'est que l'espace ne sera pas notre plan B. En fait, la planète Terre, c'est tout ce qu'on a. Et c'est déjà pas mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête d'aller dans l'espace? Est-ce qu'on abandonne l'exploration spatiale? Surtout pas. Surtout pas parce que voyez-vous, même si l'espace ne peut pas nous sauver directement, c'est par contre un formidable moteur d'innovation. En fait, tous les défis qui sont relevés là-haut dans l'espace ont des retombées pour nous, sur Terre, pour améliorer notre confort de vie ou trouver des solutions à des problématiques sur Terre. Allons voir un petit peu l'ISS, notre station spatiale internationale. L'ISS, pour pouvoir y faire vivre constamment des astronautes à bord, on a dû inventer un système de recyclage de l'eau extrêmement sophistiqué. Et quand je dis extrêmement sophistiqué, 93% de toute l'eau utilisée à bord, que ce soit l'eau pour les aliments, l'eau pour faire fonctionner nos machines, même la transpiration des astronautes, c'est recyclé, même jusqu'à l'urine. Eh oui, tout ça pour donner quoi derrière? Et ne dites rien, de l'eau potable. Véridique, 93% de l'eau utilisée. Cette technologie est tellement performante que finalement aujourd'hui on l'a aussi appliquée pour notre planète, pour l'utiliser dans des régions où finalement l'eau manque cruellement. Merci la recherche spatiale.
Dans le même genre, vous avez vu les grands panneaux solaires sur cette station spatiale, eh bien la majorité de nos satellites sont alimentés en énergie par des panneaux solaires. On a fait énormément de recherches pour améliorer l'efficacité des panneaux solaires, parce que la bataille dans le spatial, c'est la masse. Et envoyer des kilos dans l'espace, ça coûte extrêmement cher, donc plus les panneaux solaires sont efficaces, moins on a besoin d'en envoyer. Et bien toutes ces recherches, elles nous servent aujourd'hui sur Terre, parce que même nos panneaux solaires terrestres en bénéficient, et on a donc des panneaux solaires plus performants. Autre chose également, tous nos télescopes disposent d'optiques d'observation pour nous permettre d'observer les exoplanètes, d'observer les étoiles lointaines. Eh bien, toutes ces technologies, elles ont en fait énormément bénéficié, ça vous le savez probablement, à l'imagerie médicale. Une grande partie des machines qui aujourd'hui servent pour l'imagerie médicale dans nos hôpitaux viennent de la technologie spatiale. C'est quand même intéressant, non? On a créé, bien évidemment, pour aller dans l'espace, des combinaisons pour les astronautes. Les combinaisons d'astronautes, aujourd'hui, elles sont des véritables bijoux de technologie. Figurez-vous qu'aujourd'hui, sur Terre, ça nous sert pour améliorer les équipements de nos pompiers. On a inventé des tenues de pompiers plus légères et plus efficaces pour se protéger de la chaleur. Bien pratique, hein? Et là, tout à l'heure, je suis venu sur scène avec ceci. Vous savez ce que c'est? C'est une couverture de survie. Aujourd'hui, on en entend parler. Sauf qu'en fait, à la base, ça s'appelait pas une couverture de survie, ça s'appelait une couverture spatiale. Parce que ça a été inventé par la NASA pour protéger, ici vous avez un atterrisseur, celui qui s'est posé sur la Lune, mais ça sert aussi à protéger nos satellites dans l'espace pour éviter les écarts énormes de température entre les phases ensoleillées et les phases à l'ombre. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement c'était tellement efficace pour nos satellites qu'on pouvait aussi l'utiliser sur Terre, partout dans le monde, là où on avait besoin, en cas de catastrophe, en cas de besoin pour les urgences. Donc, encore une fois, une belle invention qui nous vient de l'espace et qui est utilisée aujourd'hui sur Terre. Dans le même genre, les astronautes, faut bien qu'ils mangent. Dans la station spatiale, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de carence avec les nourritures lyophilisées. Et toutes ces études qui ont été faites sur la nourriture des astronautes nous a permis de développer du lait pour bébé de meilleure qualité. Ça a amélioré les formules pour le lait bébé. Et enfin, je terminerai ma liste quand même, parce qu'elle est grande cette liste, elle est beaucoup plus grande en vérité. Enfin, vous avez tous dans votre poche un petit morceau de technologie spatiale. Et si vous ne l'avez pas sur votre poche, vous l'avez peut-être sur votre nez. Les verres anti-rayures. En fait, les verres anti-rayures, ils nous proviennent des casques des astronautes qui ont été faits pour être justement résistants et donc anti-rayures. Donc vous voyez, en fait, l'espace, c'est vraiment un endroit où tout ce qui est créé pour avancer, pour aller toujours plus loin, toujours plus vite, eh bien, ça nous sert aujourd'hui sur Terre. On a des retombées sur chacune des technologies spatiales, donc il faut surtout pas abandonner l'espace. Rien que pour ça. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. On parlait aujourd'hui de Terre de défi. Figurez-vous qu'on envoie aussi beaucoup de satellites dans l'espace. Des satellites qui nous servent sur Terre pour le GPS, pour la météo, pour plein d'autres choses encore, les télécommunications. Mais surtout, je voudrais vous parler des satellites d'observation de la Terre. Si aujourd'hui on est conscient de la situation climatique dans le monde, si on est conscient de toutes les problématiques qui sont en train d'arriver, c'est surtout grâce aux satellites d'observation de la Terre. En fait, la majeure partie des données que l'on recueille pour tout ce qui va toucher au dérèglement climatique nous viennent de nos satellites d'observation. Et donc, ces satellites vont nous permettre d'observer la déforestation, de la suivre, de suivre la fonte des glaces, de quantifier la montée des eaux, d'observer la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Et donc, nos satellites sont des outils pour comprendre ce qui est en train de se passer et pour nous donner, espérons-le, les moyens d'agir. Encore une fois, n'abandonnons surtout pas la recherche spatiale, ne serait-ce que pour ça aussi, on en a besoin. Et enfin, il y a quelque chose d'encore plus formidable aussi, c'est que l'espace nous offre une perspective. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Overview Effect? L'Overview Effect, c'est ce qu'ont ressenti les astronautes lorsqu'ils sont allés dans l'espace, lorsqu'ils s'éloignaient de la Terre pour la première fois, et qu'ils voyaient notre planète telle qu'elle. Une petite boule bleue, fragile, et surtout très isolée, très seule dans le vide de l'espace, avec une très très fine atmosphère, et surtout, à la surface de cette planète, toute la vie connue aujourd'hui. Cette planète, elle est unique. On n'en a qu'une, et il est vraiment hyper important d'en prendre soin parce qu'on n'en aura pas d'autre. Certains la comparent d'ailleurs à un vaisseau spatial. Je terminerai là-dessus, c'est Thomas Pesquet qui avait donné cette belle phrase pendant qu'il était sur l'ISS, pendant son premier voyage dans l'espace. Il disait « La Terre, c'est notre vaisseau spatial. C'est une analogie facile, mais nous, on est 6 dans un vaisseau, avec des ressources limitées qu'il faut qu'on entretienne si on veut que le voyage continue. » Et bien sur Terre, c'est pareil, on est quelques milliards, avec des ressources limitées, on n'a pas choisi nos voisins, on n'a pas choisi le pays d'à côté,
Mais on n'a pas le choix. Il faut faire en sorte d'entretenir le vaisseau et d'utiliser les ressources de manière durable pour que le voyage continue. Merci.